Nous sommes le 26 octobre, il est 17h30, ici en France, et je vais tenter de présenter brièvement, de façon pédagogique peut-être, la vue d'ensemble de ce que j'appelle le système, qui est la totalité de l'être, et pour simplifier, alors la caméra ce sera pas extraordinaire, mais pour simplifier, il y a trois moments dans ce qui est, tout ce qui est, l'être, qui s'applique à tout, le monde si vous voulez, la logique, la nature, l'esprit. Je viens de publier une vidéo sur l'apparition phénoménale de l'esprit avec une liste de ce que j'appelle les figures de la conscience, qui sont des individus qui reflètent chacun par leur discours, leurs écrits, leurs pensées, leur communication, leur production, un moment de l'être prenant conscience de lui-même, si vous voulez. Donc je ne vais pas répéter les mêmes références, je vous renvoie à ce document, éventuellement, si vous vous intéressez à l'être. Avez-vous le choix? C'est une question shakespearienne. Ensuite, des déterminations logiques assez simples. L'universel, le particulier, le singulier. L'universel, c'est ce qui s'étend à tout. L'être est universel. Dieu est universel. Mais il se particularise dans des limitations, dans des sous-classes, dans des catégories, si vous voulez. Il se donne une déterminité qui le limite, mais l'universel ne cesse pas d'être ce qu'il est dans ses diverses particularisations. Par exemple, le genre et les espèces en biologie, les diverses catégories sociologiques en sociologie. Travailleurs salariés, employés de bureau, gestionnaires, etc., administrateurs, etc., etc. Donc c'est une structure universelle de la réalité, c'est-à-dire les objets sont des objets singuliers qui, par la médiation d'une particularité, une caractéristique quelconque, se lient à un universel, qui est leur genre, si vous voulez. Pas que les objets biologiques, justement, tous les objets extérieurs, ou intérieurs même. Et donc voilà, le singulier, c'est l'individu, les individus qui... donc l'universel contient sous lui des particularités, des particularisations, et chaque particulier, chaque classe subdivision contient sous elle des singuliers, des individus, etc. Ça c'est des déterminations logiques très simples. On va prendre un exemple. Une paire de lunettes, l'universel, ce serait des objets pour améliorer la vision. On aurait des lentilles, des loupes, des télescopes, des lunettes. Ce seraient les particularités. Donc c'est un cas particulier de l'universel objet qui améliore la vision. Et le singulier, c'est cette paire de lunettes-ci, différentes de tous les autres. Ça pourrait être aussi, le particulier, ça pourrait être la marque, le modèle, le numéro de série, de production, peu importe. Peu importe, c'est juste pour illustrer. Bon. Maintenant, je vais montrer brièvement la structure du système. Et je compte parler de philosophie éthique, pas de philosophie morale, mais de philosophie éthique. Mais d'abord, je présente la structure. Est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est clair? Espérons. Voilà. Donc ça, ce sont... Je vais commenter, on ne voit pas très bien, mais je vais commenter. C'est la structure, c'est purement formel, de ce qu'on appelle la nature. Donc, la nature, elle se divise ontologiquement. Ontologiquement, ça veut dire les structures de l'être tel qu'il est. Les choses comme elles sont, c'est le domaine de l'ontologie. Épistémologiquement, c'est la théorie de la connaissance, c'est la façon dont l'esprit humain, ou l'esprit divin, connaît, c'est-à-dire saisit les déterminations du réel, de l'ontologie, comment sont les choses, par la pensée, par la connaissance, ou par divers autres moyens. Ça peut être par la sensation, par l'expérience, etc. Mais donc l'ontologie, c'est les choses telles qu'elles sont, l'épistémologie, c'est la théorie de la connaissance, c'est-à-dire comment connaître ce qui est. Donc là, ce sont les déterminations ontologiques, c'est comment la nature, le monde spatio-temporel est structuré, et également les catégories scientifiques, c'est-à-dire comment les hommes, l'esprit, à travers l'homme, connaît
les déterminations de la nature. Donc on a, en langage courant, on a déjà trois divisions principales. Mécanique, physique, et là on a la physique organique. C'est les trois moments, la structure tripartite de la nature. On a, avec les catégories modernes des sciences, la relativité, qui est la théorie développée par Einstein, la géométrie, la structure spatio-temporelle, pas spatio-temporelle, la structure de l'espace, si vous voulez, la numérologie, c'est la théorie des nombres, la mécanique, le mouvement des objets, la dynamique, pareil d'une certaine façon, la physique quantique, c'est la structure de la matière au niveau des atomes, la physique nucléaire, c'est au niveau comment on appelle ça, le cœur des atomes, les protons, les neutrons, les particules élémentaires, etc. L'astronomie, c'est les astres, c'est le mouvement des planètes et des étoiles. L'astrophysique, c'est les grands ensembles galactiques, cosmiques, les systèmes, etc. La cosmologie, c'est l'histoire de l'évolution de l'univers. Voilà. La physique, on a... donc ici, physique, c'est pas la physique qu'on a là, c'est une physique un peu plus qualitative. Donc ici, ce sont des déterminations quantitatives, c'est vraiment l'abstraction de qu'est-ce que le cosmos. Pour contextualiser les gens qui parlent de l'univers ou du cosmos, il faut essayer de replacer dans un schéma, si vous voulez. C'est du formalisme, mais parfois c'est mieux que rien, pourrait-on dire. Il faut replacer dans un schéma, c'est-à-dire que la nature, à tous les niveaux, ce pull, cette montre, elle est déterminée par la relativité, la géométrie, la mécanique, la physique, l'astronomie. Oui et non. Si, parce que d'un point de vue cosmologique, les atomes qui composent notre corps et les objets lourds du quotidien, enfin tous les objets du quotidien sont produits par les explosions d'étoiles. C'est ça qui crée dans la fusion du cœur des étoiles les atomes lourds, plus que l'hydrogène et l'hélium, qui forment les atomes lourds qui constituent éventuellement la structure des planètes et des organismes vivants sur la Terre, etc. Donc voilà. C'est un pull cosmologique, ou cosmique peut-être. Oui, ensuite, donc ça c'est la physique plus qualitative. On a toujours l'astronomie, mais c'est dans une perspective le rapport du système solaire en tant que totalité, si vous voulez. L'optique, c'est la théorie de la lumière, c'est pas les opticiens des lunettes, c'est la théorie des ondes électromagnétiques. Le magnétisme, c'est lié. L'alchimie, comment transformer le plomb en or. La géologie, c'est la structure des sols, on va dire, je simplifie. La météorologie, le climat, c'est les processus du temps, non pas le temps temporel, mais le temps météorologique, justement. La séismologie, la volcanologie, donc ça c'est l'étude de la Terre, même si on a du volcanisme sur d'autres planètes du système solaire, mais c'est principalement la planète Terre qui nous intéresse, ce que les écologistes appellent Gaïa. Ensuite on a de la chimie, l'acoustique c'est la théorie des sons, les ondes sonores, on va dire les ondes acoustiques, la vibration des molécules dans l'air, etc. La thermodynamique, c'est la science qui étudie l'énergie, le mouvement, la chaleur. Ensuite, on a de nouveau la chimie, du magnétisme, alchimie, électricité, etc. Et donc c'est comme ça qu'est structuré le réel spatio-temporel. Justement, il n'est pas vide, on n'a pas juste le temps et l'espace, on a un contenu, la matière, comment elle s'organise, comment elle se structure en fonction de ces différences. C'est-à-dire que les déterminations de la mécanique, de la physique quantique, elle se retrouve au niveau géologique, mais de façon beaucoup plus à une échelle différente, si vous voulez. Bref. Ensuite, ça c'est la troisième partie, c'est la physique organique, c'est qui considère les êtres vivants, et la planète est considérée, dans une perspective totale et encyclopédique, comme un être vivant. C'est ce que disent les écologistes, mais il faut donner des déterminations, il faut penser de façon plus ou moins rigoureuse, à l'allemande. On a la géologie planétaire, qui considère la Terre, la planète Terre, comme une entité, une totalité, si vous voulez. L'océanographie, l'hydrologie, l'immunologie, ça c'est l'étude de l'eau, sous la forme d'océans, de l'eau en général, des lacs, rivières, etc. etc. La minéralogie, la topographie, c'est l'étude de la structure des paysages, si on veut. La géographie, c'est la modification de l'environnement terrestre par les activités humaines. Donc ça appartient plus au monde de l'esprit, en sens que c'est l'activité humaine qui modifie la topographie pour en faire une géographie, mais en fait ça ce serait une
une géographie anté-humaine, c'est-à-dire avant l'intervention humaine. Mais bon, peu importe. La climatologie, météorologie, de nouveau, ça c'est au niveau de la planète à proprement parler. Là, la nature végétale, ce serait la botanique au sens moderne. Donc on a la biologie moléculaire, la génétique, la bactériologie, mycologie c'est les champignons, la botanique, la pharmacologie c'est les remèdes, les propriétés curatives des plantes en quelque sorte, et comment extraire des substances qui peuvent aider à soigner. L'écologie c'est l'interaction des organismes avec leur environnement. Et enfin, dans l'organisme animal, on a la biologie évolutionnaire, la paléontologie, l'étude des anciennes formes de vie, la zoologie, l'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux. L'éthologie est à la zoologie ce que la sociobiologie est à l'anthropologie. C'est un rapport analogique, si vous voulez. Les neurosciences, l'étude du cerveau, pathologie, épidémiologie, c'est l'étude des maladies, l'anatomie, la physiologie, la structure et le fonctionnement du corps, des corps organiques, du corps humain en particulier, mais de tous les corps animaux. La taxonomie, c'est la classification des êtres vivants. Ça inclut les êtres humains, c'est une des questions modernes. L'être humain est un animal d'un point de vue physiologique, anatomique, zoologique, et donc il faut le classifier également. Il n'est pas en dehors de la nature, c'est une vision spinozienne. L'être humain n'existe pas par son corps indépendamment de la nature. Par son esprit, oui, mais c'est une autre détermination. Et la médecine, enfin. Donc ça, ce sont brièvement, de façon simplifiée, les déterminations de ce qu'on appelle la nature. Parce que quand on parle de la nature, de quoi parle-t-on? Il faut catégoriser, il faut être... C'est pas très rigoureux, mais c'est être un minimum sérieux, voilà. Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de la nature, et l'histoire humaine dans une perspective chronologique, ça consiste à la découvrir par l'activité scientifique, ou l'activité du travail, on va dire, empirique, de découvrir les déterminations de la nature et de penser la nature. Et donc, étant donné que l'être humain existe au sein de la nature, il se pense lui-même comme un autre, comme le monde spatio-temporel, si vous voulez, que ça c'est Spinoza, c'est la substance une, qui est l'être, si vous voulez, qui a deux attributs, l'étendue et la pensée. L'étendue, ce sera le monde spatio-temporel, la pensée, c'est l'intériorité réflexive, et donc il n'y a qu'une seule substance, donc l'être humain, c'est la substance qui se pense elle-même, en s'élevant au-dessus de la nature par la pensée, l'intellect, etc., et qui pense ses propres déterminations, si vous voulez. C'est-à-dire que, pour illustrer en langage courant, les lois de la gravité qui s'appliquent à cette paire de lunettes, elles s'appliquent à mon corps humain en tant que corps physique. C'est-à-dire qu'on chute par l'attraction gravitationnelle. J'en ai fait l'expérience. Mais voilà, c'est juste pour expliquer. Donc ça, ce sont les déterminations de l'âme anthropologique. L'esprit subjectif. Quelles sont les déterminations? Pareil, ce sont des déterminations ontologiques, c'est-à-dire comment l'être est structuré, et des déterminations épistémologiques, comment l'homme se connaît lui-même en tant qu'esprit habitant dans un corps. Donc là, on a l'astronomie, c'est au sens où le corps humain est déterminé, ses humeurs, par la position des planètes, si vous voulez, je simplifie, ce qui donne lieu à l'astrologie. Pareil, par le climat, la météorologie, ça c'est la théorie qu'on trouve dans les anciens écrits chez Montesquieu, l'idée que les comportements humains et des sociétés sont déterminés par les climats, dans l'esprit des lois de Montesquieu, mais en fait c'est récurrent dans l'histoire intellectuelle européenne. Jusqu'au XIXe siècle, on considérait, jusqu'à l'arrivée de la science darwinienne, que les différences entre les sociétés à travers le monde et même à travers l'Europe continentale dépendaient des différences de climat, voilà, que dans les climats nordiques on était plus travailleurs, dans les climats du sud moins travailleurs, etc. Ce sont des clichés qui ont la vie dure. Quand on voit aujourd'hui, je veux dire au sens, pas aujourd'hui, mais les débats entre l'Europe du Nord, les Scandinaves, les Danois, les Néerlandais, les Allemands, et l'Europe du Sud, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs, et en partie les Français. Il y a toujours ce conflit climatique entre... voilà. Bref. La météorologie, le chamanisme, c'est la relation, qui est en fait une forme de religion, une forme de spiritualité, la connexion des peuples primitifs à la totalité de la nature, de la nature, si vous voulez, cosmique en un certain sens. Et la résurgence du paganisme chez
les individus européens à travers Internet notamment, c'est un retour au chamanisme, et le chamanisme européen, ça s'appelle le paganisme, c'est juste un nom qu'on donne, c'est la religion européenne avant, dans la perspective chronologique, avant l'arrivée du christianisme. La géologie de nouveau, sociobiologie, les déterminations du comportement des êtres humains, démographie, l'évolution des populations, le réalisme racial, qui est une sociobiologie rigoureuse en fait, c'est pas du racisme en sens qu'il n'y a pas de haine ou de rejet, c'est simplement une catégorisation des différents groupes humains en fonction de leur détermination génétique. Ce que font les médecins lorsqu'il s'agit de prescrire des traitements, des vaccins, des médicaments, etc. L'ethnographie, c'est l'étude culturelle, ethno-culturelle de la vie et du développement des populations, pas d'un point de vue institutionnel, mais d'un point de vue comportemental, c'est le mélange entre sociologie, biologie, psychologie. Justement la psychologie là. Ensuite on a dans la psychologie les traits de personnalité, la physionomie, la magie, la télépathie, la divination, le psychisme, les médiums, le tarot, la sorcellerie ou la magie si vous voulez, au sens large. Donc ça ce sont des déterminations qui sont en lien avec le chamanisme. Les traits de personnalité, physionomie, c'est en lien avec l'ethnographie, et là on a les talents individuels de l'âme, donc chaque individu a un talent en particulier, ou plusieurs talents, ou pas de talent c'est rare, il y a toujours quelqu'un qui est doué pour quelque chose, les différences entre les sexes, et encore une fois les traits de personnalité. Donc c'est comme ça que l'âme humaine, pour savoir qu'est-ce que l'âme humaine, il faut connaître les déterminations des autres, et ses propres déterminations à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on est influencé par le climat, par la géologie, par la sociobiologie, l'ethnographie, etc. etc. La psychologie évolutionnaire, c'est une branche des sciences qui se développe principalement dans le monde anglo-saxon, beaucoup moins en France pour des raisons culturelles, voilà, donc il y a un retard à ce niveau-là. Les émotions, la psychiatrie, la psychanalyse, les déterminations de la psyché, les problèmes, les troubles, les conflits internes, les difficultés, les souffrances, etc. J'en fais l'expérience aussi. Et enfin, la phénoménologie, c'est le processus d'apparition de l'esprit à lui-même, l'extériorisation de l'esprit ou de l'âme. Mais justement, l'extériorisation de l'âme, ça devient la relation à un objet, c'est la conscience. C'est comme ça qu'émerge la conscience, le rapport du je à un objet qui lui est extérieur et qui pourtant est en relation avec le je. Voilà. Ensuite, la psychologie en tant que telle, on a l'esprit théorique, donc là ça inclut l'intuition, c'est la saisie d'objets déterminés dans le temps et dans l'espace. C'est pas l'intuition, l'immédiateté de la connaissance, ça peut vouloir dire ça, mais l'intuition c'est Anschauung en allemand, c'est les objets déterminés spatio-temporellement. La représentation, les insights, c'est l'approfondissement intérieur, le recueillement intérieur, on peut dire la méditation, non pas au sens bouddhiste, mais la méditation, l'introspection. Voilà. L'introspection, bah, justement, ça veut dire à l'intérieur, sight, c'est la vue, intro, c'est à l'intérieur, et spection, ça vient de spectum, c'est le regard, si vous voulez. Donc c'est l'introspection, l'imagination, la mémoire, l'intelligence, les émotions, les tendances, l'éthique. Donc l'âme est déterminée, chacun a un niveau d'intelligence, des émotions qui l'affectent plus ou moins, des tendances, une spontanéité éthique ou morale ou immorale en fonction de toutes les déterminations précédentes. La pensée, en tant que telle, donc on a la communication, la sémiotique, c'est la théorie des signes, la linguistique, la grammaire, le langage corporel et le quotient intellectuel, qui est la détermination quantitative de l'intelligence. Donc tout ça, toutes ces déterminations constituent l'esprit subjectif de chaque individu, mais justement l'universel s'applique à tous les individus. Différemment, évidemment. Bref. Et ceci, c'est une présentation, ce que j'appelle l'esprit objectif, parce que on voit correctement, c'est la représentation d'une totalité sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une société dans ses déterminations fondamentales. Est-ce qu'on voit? Oui, je vais commenter brièvement. Donc, comment une société se structure-t-elle? Ça commence par... Bon, ça peut être débattu, mais c'est une vision de ce que les gens appellent le système, généralement. Qu'est-ce qu'un système? Il faut donner des déterminations, il faut catégoriser, il faut penser
c'est pas très rigoureux, mais c'est à peu près sérieux néanmoins. Les hommes et les femmes, l'éducation, le mariage, la famille, c'est le fondement de la société, c'est ça qui fait exister la société. On a la responsabilité, le comportement, l'éthique, les notions de bien et de mal. On a la vie économique, donc les familles s'organisent, ça c'est une perspective si vous voulez historique, en tribus, en communautés, en agglomérations, non pas au sens administratif mais en rassemblement de petites familles, de petites tribus, etc. pour faire des agglomérations, des villes éventuellement, pour habiter le territoire et l'aménager. Ça donne de l'économie, il faut financer l'économie, c'est-à-dire comment on finance les projets, comment on permet à ceux qui veulent entreprendre de réussir leur projet, ou d'avoir les moyens de tenter leur projet. La société, justement, la société organisée économiquement se divise en classes, c'est la sociologie, ça donne lieu à l'urbanisation, la division du travail, les différents modes de production. Dans le langage moderne, c'est l'agriculture, l'industrie, les services. Il y a beaucoup de travaux, de services qui sont inutiles d'un point de vue social. Les agriculteurs se suicident et l'industrie est partie en Chine. Il ne reste plus grand-chose. Mais il y a beaucoup de choses inutiles, donc bon. Et l'utilisation du terrain, voilà. Ensuite, la société, les familles, l'économie, la sociologie s'organisent. Ça donne lieu à une certaine culture, à un mode de vie. Là, on a le sport, le divertissement. C'est pas dans toutes les sociétés, mais c'est pour comprendre les sociétés modernes. Mais pour les sociétés dites primitives, il faut enlever quelques déterminations, éventuellement en rajouter d'autres, mais c'est assez complet néanmoins. C'est suffisamment abstrait pour que ça s'applique à toutes les sociétés. On a la politique, enfin d'abord le droit, c'est-à-dire le comportement universalisé au sein d'une société, comment doivent agir les acteurs d'une société pour vivre paisiblement en commun. Avec le droit vient le crime, qui est la violation du droit, les droits de propriété, les contrats, ça c'est dans les sociétés bourgeoises modernes, comme diraient les marxistes, mais en fait, oui, même déjà dans la Rome antique ou à Athènes, il y avait déjà, dans la perspective historique, des contrats en ce sens que la reconnaissance de la limitation de la propriété en fonction des individus, etc. Les droits naturels, ça c'est la théorie, l'ancêtre des droits de l'homme, en quelque sorte, au XVIIe siècle, un droit applicable universellement, les relations entre les États, etc. etc. Ça c'est la loi au sens collectif, donc ça ce sont plutôt les droits individuels, la cellule de base de la vie collective, des droits minimaux, et ça c'est plutôt la loi collective, c'est-à-dire que ça ce serait le minimum pour qu'une société soit libre, et ça c'est comment bien vivre, on pourrait dire, je simplifie, c'est un peu une interprétation, mais bon bref. Le système judiciaire, responsable de punir les crimes, la police, le pouvoir exécutif si on veut, qui doit faire exécuter non pas les criminels, pas toujours, pas tout de suite, qui doit faire exécuter les directives du système judiciaire qui lui-même... Après ça dépend des organisations politiques, mais dans une société moderne on va dire, les prisons où on enferme les criminels, le gouvernement, enfin la politique, comment accéder au pouvoir sur ces institutions justement, et les autres, la diplomatie, l'armée, l'histoire, etc. Mais sur ces institutions, les institutions législatives, le droit, qui a le pouvoir, qui a autorité, c'est ce que détermine la politique, avec des tendances, des factions, des conflits, des débats, selon l'intensité, entre différentes visions de la société. Qu'est-ce que le bien vivre, qu'est-ce que l'idéal à poursuivre, est-ce que c'est le bien, la vertu, la justice, la prospérité, la paix, la grandeur, peu importe. Je veux dire, dans la perspective historique, chaque société se donne un idéal, consciemment ou pas, la séparation des pouvoirs pour un équilibre, ça vient de Montesquieu. Le gouvernement, ce sont les représentants. Donc ici nous avons, dans le cas français, nous avons M. Macron, qui est en fait le représentant de la totalité sociale, qui elle-même est un reflet de la totalité psycho-anthropo-sociologique, la totalité déterminée anthropologiquement, qui elle-même reflète en partie l'ordre naturel. C'est pas une référence politique ici, c'est une référence cosmologique si vous voulez. Donc chaque président, leader, guide, je sais pas comment on appelle ça, roi, c'est l'individu qui incarne la totalité sociale, voilà, qui a autorité. Voilà. La justice, elle se trouve là, on a le système judiciaire, là on a
la conception de la justice qui détermine toute la législation, la Constitution qui est le droit fondamental de laquelle est censé découler tous les droits. Ensuite, on a le système monétaire, le système bancaire qui finance l'économie, mais qui finance également les politiciens. Les transports, l'énergie, c'est comment rendre la circulation des individus, des capitaux, des marchandises au sein d'une société. C'est comment s'organise, que ce soit des chevaux, des ânes, des mulets, des trains, des drones, des voitures, des vélos, peu importe, il y a différents modes de transport. Comment l'énergie est acheminée, utilisée, réutilisée, etc. etc. Ici, on a l'État profond et les services secrets. Donc ça, ce sont les gens qui dirigent vraiment le gouvernement, souvent en lien avec le système monétaire et bancaire, les services secrets, qui sont en lien plus ou moins avec la police ou la criminalité, les lobbies, souvent financés par les banquiers à travers l'État profond, etc. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur le sujet, mais il faut juste une vision d'ensemble pour clarifier, pour savoir on parle de quoi, etc. Les organisations non gouvernementales, les institutions mondialistes, ça c'est dans le cadre moderne, le FMI, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF, les Nations Unies, etc. L'environnementalisme, l'écologie politique, la géopolitique, et la diplomatie, l'armée, l'histoire qui sont dépendants du gouvernement. On a les médias qui sont un intermédiaire entre le gouvernement financé en partie par le système bancaire, donc qui sont censés être un contre-pouvoir aux excès du gouvernement, mais dans les sociétés occidentales modernes, les médias ne sont pas un contre-pouvoir, sont plutôt les chiens de garde, comme diraient les marxistes. Sauf que les médias sont souvent marxistes, idéologiquement, pas en termes d'économie, mais bon, bref, enfin également aussi. Donc on a la diffusion des médias, les médias alternatifs, par Internet notamment, les réseaux sociaux, la communication, et enfin l'infrastructure technologique, le téléphone, Internet, les données, la collecte des données et la technologie. Donc ça, c'est la présentation brève d'une totalité sociale inscrite au sein de la totalité de l'esprit subjectif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit objectif. Il y a aussi l'esprit subjectif et la nature. Et dans tout ça, on trouve les catégories logiques. Et au sommet, nous avons l'art, la religion et la philosophie qui expriment, qui révèlent, qui reflètent, qui illustrent, qui révèlent la vérité, si vous voulez, d'une société particulière, mais également de toutes les sociétés. Ça c'est le rapport du particulier à l'universel, c'est-à-dire que les chansons françaises, le cinéma français, l'art français, selon les époques, selon le contexte, révèle une certaine vérité sur la société. C'est pour ça que on peut faire, pour connaître le XVIIe siècle français, dans la perspective historique, on peut faire des études sociologiques, économiques, diplomatiques, etc., ou bien lire les grands auteurs. Ça permet de gagner du temps, et on comprend, en gros, bon, il n'y a pas tous les détails socio-économico-politiques, mais ça permet de refléter une époque. La religion, pareil, la religion est le reflet d'une société, ou une société est le reflet d'une religion. Quand la religion disparaît, la société décline. Souvent. Bon, parfois il y a des sociétés très religieuses qui n'ont pas beaucoup de succès d'un point de vue économique, ou politique, ou prestige, mais bon, voilà, il y a le lien entre les deux. Et souvent, l'alliance du trône et de l'autel, ce serait le gouvernement et les religieux, voilà. Et la philosophie, c'est également l'expression d'une époque, d'une pensée, d'un temps, d'un peuple en un certain sens. La philosophie, c'est la totalité se pensant elle-même. Voilà. Et les grands philosophes, généralement, sont soit grecs, soit allemands. Les Français, je doute qu'il y ait beaucoup de grands philosophes français, comme dirait Descartes. C'est une blague pour les sceptiques cartésiens. Bref, voilà, donc la philosophie, c'est la totalité qui se pense elle-même. Et ceux qui pensent la totalité de la façon la plus rigoureuse, ou la moins hasardeuse, on pourrait dire la plus rigoureuse, ce sont les Allemands, généralement. Voilà. Ça, c'est une vision hegélienne, on pourrait dire, en partie. Bref. Voilà. Ok, ça fait une demi-heure. Donc maintenant, je vais parler un peu d'éthique.
Est-ce que l'on voit? Ok, je commence. Ce sont des standards éthiques que je me suis fixés depuis quelques semaines ou quelques mois, ça dépend. J'évolue constamment. À long terme, nous mourrons tous. Je suis navré de vous l'annoncer, mais ça fait partie du programme, parce que c'est notre... Non, mais à long terme, il faut mourir un jour ou l'autre. Après, on peut revivre selon les croyances spirituelles, religieuses, etc. Mais bon, la mort fait partie de la vie, et quand on a cette pensée, ça peut nous décourager, ou simplement ça peut nous faire reconsidérer le rapport au réel, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tant que je m'expérimente comme étant vivant, pouvant agir, penser, respirer, parler, qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste à vivre. Voilà, c'est une question que tout le monde doit se poser, et l'Occident a oublié la question de la mort depuis plusieurs décennies, ce qui ne veut pas dire que les gens ne meurent pas, mais c'est que ça a été laissé de côté. Il y a Robert Redeker a écrit un livre là-dessus, voilà, ça fait partie des... Bref. Donc, l'autre, j'essaie de vivre en pensant, je sais que c'est le cas, l'autre est mon miroir. C'est-à-dire qu'en contemplant l'autre, que ce soit l'autre de l'esprit, c'est-à-dire la nature, mais également l'autre de l'esprit en tant qu'esprit, c'est-à-dire une autre conscience, un autre individu, je vois une partie de moi-même. Donc, ce que je reproche aux autres, lorsque je les juge négativement, j'ai jugé les gens, je continuerai de le faire, c'est pas toujours dans mon intérêt, parfois il faut s'en accommoder, je juge une partie de moi-même. Donc, j'essaye de vivre en pensant que il faut accepter en partie l'autre, mais mon code éthique, ça consiste pas simplement à tout accepter tel que c'est, parce qu'il y a au sein de l'être la volonté, l'impulsion à devenir et à se transcender, et donc tant que je m'expérimente comme étant vivant, je vais tenter de m'améliorer par mon comportement, pas d'améliorer les autres, mais de m'améliorer moi-même, et donc c'est pour ça que je dis, je n'attends pas de l'autre ce que je n'exige pas de moi-même, ce qui ne veut pas dire que j'exige de l'autre ce que j'exige de moi-même, mais simplement, je n'ai pas d'attente envers les autres que je n'ai pas au moins envers moi-même. Et donc, certains codes éthiques, si on peut dire, que je me suis fixé, que j'applique autant que faire se peut, je range ma chambre, ça fait partie des déclarations de monsieur Jordan Peterson, qui est rendu accessible par internet à tout un chacun qui sait parler anglais, un psychologue prestigieux canadien, qui invite chacun à faire l'ordre dans son environnement immédiat pour simplement clarifier ses pensées, gagner du temps, vivre de façon plus structurée. C'est un investissement, on organise son environnement immédiat, et ça permet d'avoir l'esprit plus libre, de pouvoir se consacrer à plus de travail, plus de temps libre, etc. Je tente de simplifier depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mon style de vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le minimalisme. Dans la vidéo sur l'apparition de l'esprit, il y a des chaînes minimalistes en anglais, c'est simplement se débarrasser de tout ce qui est inutile d'un point de vue matériel, et donc tous les jours je me débarrasse d'objets inutiles, des babioles, des pacotilles mercantiles, c'est une expression de monsieur Kluska, des choses qui apportent du confort matériel, mais dont je n'ai plus besoin, dont je me sépare, donc je fais le vide matériel, non pas complètement, parce que j'ai besoin encore de beaucoup d'objets, de beaucoup d'aspects de la vie matérielle, mais je simplifie mon code vestimentaire, je simplifie mes besoins en termes de produits, de soins et d'hygiène, etc. Je n'y renonce pas, mais je simplifie, moins de plastique, des couverts, etc. Je simplifie, voilà, je vide, non pas en jetant, soit je m'en débarrasse en recyclant, mais je me débarrasse de tout ce qui est inutile, et tous les jours je trouve des choses inutiles pour avoir plus de temps à consacrer à la méditation, à la pensée, au travail, à la santé. Voilà. J'achète des produits locaux, non pas low cost, locaux et bio, si vous voulez, soit des produits locaux et de saison, soit des produits bio, et ça fait partie de l'éthique kantienne. Je ne suis pas toujours kantien, je vous préviens, même assez rarement, mais parfois il fait bon d'être kantien. C'est en gros appliquer un principe de conduite en se posant la question, et si tout le monde faisait comme moi? Ça s'appelle
l'impératif catégorique en un certain sens. Je ne suis pas toujours kantien, mais ça veut dire en gros, si j'universalisais mon comportement, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde agissait comme moi? Dans les cas négatifs, ça poserait problème, mais dans les cas positifs, qu'est-ce qui passerait si tout le monde rangeait sa chambre, si tout le monde simplifiait son style de vie? L'économie connaîtrait un déclin quantitatif, mais les gens vivraient plus simplement, ils auraient plus de temps libre, ils seraient en meilleure santé, ils perdraient moins de temps, moins d'embarras, moins de prise de tête, etc. Si tout le monde achetait local, organique, au moins pour les produits, la nourriture, etc., il y aurait moins de commerce international, mais il y aurait une agriculture locale plus stimulée, on va dire, stimulante. Il y aurait moins de trajets en voiture, moins de pollution, etc. Donc peu importe que les autres le fassent ou non, moi c'est ce que je fais, tant que je le peux. Je fais des provisions, ça s'appelle être responsable. Je partage avec d'autres, mais je fais des provisions dans mon quotidien en cas d'intempéries économiques. Je donne du travail aux SDF, pas de l'argent, c'est l'éthique américaine de Kennedy, give them a hand, not a handout. Quand je croise dans ma vie singulière, empirique, quotidienne, quelqu'un qui est sans domicile ou sans travail, je lui donne non pas de l'argent, mais de l'argent en échange de travail sous forme de coupons ou voilà, pour qu'il fasse quelque chose, qu'il soit stimulé, qu'il se sente utile s'il accepte et pour contribuer de diverses façons à produire quelque chose. Et c'est ma façon, au niveau singulier, de résoudre les problèmes de chômage, d'exclusion sociale, etc. Si tout le monde faisait comme ça, si tout le monde donnait 1 heure de travail à un SDF à chaque fois qu'il en rencontrait un, ça réglerait pas beaucoup de problèmes, parce que je ne suis pas naïf au point de penser que c'est comme ça que ça fonctionne, mais au niveau universel, le problème c'est le socialisme, l'État-providence, les législations, le destructionnisme, comme a dit Ludwig von Mises, libertarien juif américain, qui explique que le socialisme dans sa structure même produit tout un tas de dysfonctionnements économiques, et donc régler le problème des SDF au niveau singulier, je leur donne du travail à chaque fois que j'en rencontre un, parce que c'est une partie de moi-même que j'essaie de guérir, c'est la théorie du miroir, et au niveau universel, je réfléchis au problème du socialisme et je communique mes pensées. Voilà. Ensuite, je prends un peu de temps chaque jour pour lire des livres ou regarder mes vidéos, parce que j'y trouve parfois de la sagesse, mes vidéos en anglais principalement, de la sagesse, de l'inspiration, voilà. Et je lis quelques livres, pas beaucoup, pas très longtemps, mais quelques dizaines de minutes, parfois 1 heure ou 2, quand j'ai l'opportunité, je lis des livres pour essayer de m'instruire et de penser de façon plus rigoureuse, et voilà. À propos des vices et des addictions. Quand je juge les autres, ils sont en droit de me juger en retour. J'ai jugé beaucoup de gens, je continuerai à le faire par erreur, par immaturité, par irresponsabilité. Ça, je comprends qu'on me renvoie ma propre négativité, ça fait partie du processus, mais je travaille sur moi-même pour corriger mes propres vices, mes propres addictions, mes propres péchés, si on veut parler en langage religieux, tant que je peux. J'ai abandonné au fil des années et des mois les boissons sucrées, l'alcool, les cigarettes, la pornographie, le fast-food, la nourriture industrielle non biologique, l'achat de ce que j'appelle des babioles, des produits inutiles, parasitaires d'un point de vue de la production, de la prise d'espace, de la perte d'argent, etc. J'ai abandonné les jeux vidéo, les films, les divertissements au sens ordinaire du terme. Je n'achète plus de livres sur Amazon, je n'achète quasiment plus de livres. Ça fait partie de mes addictions les plus sérieuses, acheter des livres. Je ne lis plus trop de livres, ça fait partie de mes addictions sérieuses. On peut dire, ah, c'est pas très grave, mais les livres contiennent des idées. Les idées sont manifestées dans le réel. Donc, il peut être dangereux de lire trop de livres, ou de lire certains livres, ou de ne pas lire certains livres. Voilà, donc j'essaie d'abandonner ça. J'ai une tendance aussi au rigorisme allemand. J'essaie de contrôler mes pulsions germaniques, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie. Et ensuite, je partage mon identité, c'est-à-dire être une figure publique, c'est accepter de donner son identité. Et c'est une détermination logique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul être, qu'une seule substance, nous sommes tous interconnectés, donc éventuellement, en fin de compte, à la fin, tout le monde
sera en connexion, au moins intellectuelle, avec tous les autres, puisqu'il n'y a qu'une seule substance. Et donc, je vis en essayant de ne plus avoir de choses à cacher, plus trop. J'ai partagé mes documents, mon travail, mes vidéos, mes pensées en anglais, maintenant en français. Et pour être en paix avec moi-même, avec les autres, avec le monde, avec l'être, éventuellement j'aurais besoin d'être capable, par la volonté individuelle sur laquelle je travaille, et par la possibilité matérielle ou humaine de communiquer mes pensées à tout le monde, pas individuellement, c'est impossible en termes de temps, mais de communiquer à tout le monde et d'être prêt à défendre mes idées, ou au moins à assumer mes idées, mes erreurs, les erreurs de parcours, les bêtises que j'ai dites, les vices, les fautes, les péchés, en langage religieux, tout ce que j'ai commis, et d'être capable de l'assumer, et de dire, d'exprimer la même vérité à chacun, potentiellement, ce qui se passe par la médiation d'Internet, mais ensuite de l'exprimer au niveau singulier à quiconque, de dire voilà ce que j'ai pensé, voilà ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, voilà mes erreurs, le miroir, l'altérité en miroir, si vous voulez, l'autre doit, en légitimité, de me renvoyer ma négativité, mais tant que je suis vivant, je travaille à m'améliorer, pas en prétendant que toutes les erreurs que j'ai commises n'ont pas été commises, en essayant de les accepter, c'est très difficile. Accepter les erreurs des autres, c'est difficile. Accepter les siennes, c'est encore plus dur. Mais voilà. Ensuite, je classifie et structure ma vision du monde. Je me dédie tant que je peux à un moment chaque jour pour ordonner, structurer, classifier les informations que je collecte par mon expérience du réel au sein de la totalité systématique pour essayer de faire sens, de clarifier, parfois de complexifier, mais voilà, j'ai plus les tendances fanatiques à tout classifier, mais je le fais de temps en temps simplement pour rendre intelligible, par exemple, les informations qu'on a dans les journaux, de quoi parle-t-on, parce que dans les journaux, on a des fragments de la réalité qui apparaissent comme ça, mais c'est pas contextualité, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas qui parle, d'où, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. etc. Ensuite, oui aussi, il faut, dans ma vision des choses, je cherche à être libre partout. La liberté, c'est la relation à soi, dans l'altérité, et donc à terme, il n'y a pas un endroit où je ne me sentirais pas en devoir, mais en droit d'aller, enfin pas en droit justement, je ne compte pas aller n'importe où chez les gens, etc., mais simplement être libre, c'est pouvoir se dire je suis chez moi, même dans des conditions difficiles, matérielles, c'est-à-dire ne pas avoir peur, c'est très difficile, mais ne pas avoir peur d'aller où bon nous semble, là où nous portent les circonstances, mais en réalité de faire que les circonstances soient un produit de la volonté, et d'aller où bon nous semble sans rechigner, ou alors pas forcément y aller de bon cœur, mais accepter que ça fasse partie du réel. Donc voilà, c'est un des objectifs, être libre partout. Voilà. C'est la modalité de l'esprit. Ensuite, je ne l'ai pas noté, mais oui, je travaille dur et je partage des liens pour des chaînes YouTube, des livres, des références, des vidéos, des auteurs, etc., etc. Je n'attends pas à ce que les autres en fassent de même, c'est juste mon éthique protestante, on pourrait dire. J'essaie de travailler dur et je n'ai pas travaillé pendant une bonne partie de ma vie, j'ai été fainéant ou dilettante. Je sais pas que je rattrape le temps perdu, c'est que tant que je me sens vivant, je travaillerai. Je fais ce que je pense être utile, mais c'est en partie motivé par le devoir, par l'intérêt, par un sentiment d'utilité, c'est-à-dire je travaille à produire du contenu tant que je pourrai, je ne sais pas combien de temps ça durera, peut-être quelques jours, quelques semaines, on verra. Voilà, j'essaie de dormir tant que je peux parce que ça permet de rééquilibrer le fonctionnement cérébral et neurochimique. Voilà. Je me plains souvent du socialisme, de l'État-providence, du système éducatif, de la bureaucratie et des jobs à la con. C'est la traduction française de bullshit job, c'est un ouvrage de David Weber. Qu'est-ce que je fais pour lutter contre ce que je reproche aux autres, non pas individuellement mais en tant que système? Pour le socialisme, l'État-providence, le système éducatif, la bureaucratie, j'avais un boulot à la con au sens sociologique, que j'ai abandonné pour me consacrer à production de contenu intellectuel.
en partie éducatif, je produis du contenu, ça remplace le système éducatif, je promeux les liens qui permettent, les liens YouTube, etc., qui permettent à chacun d'avoir accès à la connaissance, à toute la connaissance humaine, en temps réel, rendue accessible, structurée de façon plus ou moins rigoureuse, etc., pour rendre le système éducatif, pas que en France, mais partout éventuellement, obsolète. Il le deviendra, il le sera tout simplement parce que la connaissance, la connaissance procède et progresse beaucoup plus vite que les facultés d'assimilation des professeurs. C'est pas la faute individuelle, c'est simplement qu'avec le développement d'Internet, la connaissance se développe en temps réel, donc il y a beaucoup d'institutions qui deviennent obsolètes. Le système éducatif, public, financé par l'impôt, etc., devra disparaître comme beaucoup de choses. L'État-providence, les études des libertariens montrent de façon rigoureuse que c'est inefficace, que ça peut même être souvent injuste envers les pauvres, parce que ça leur empêche d'avoir accès à la dignité ou à l'emploi ou aux conditions économiques, c'est un poids pour la société. Donc il y a énormément d'institutions héritées dans la chronologie historique du XXe siècle qui sont obsolètes pour des raisons économiques, des raisons morales, des raisons sociologiques, des raisons psychologiques. Je tenterai tant que je pourrai de promouvoir les auteurs qui démontrent ça de façon rigoureuse et de ne pas participer moi-même en n'apportant pas ma pierre à l'édifice, parce que l'édifice est bancal et même en train de sérieusement flancher. Oui, je me déconnecte économiquement, totalement c'est impossible, mais je limite au maximum mes interactions économiques en utilisant le moins possible de ressources. J'ai besoin d'électricité, de gaz, etc. Mais je simplifie, je renonce autant que possible au confort matériel pour obtenir une liberté intérieure. Voilà. J'ai touché de l'argent de l'État par diverses aides, je le rends en partie. J'estime ne pas l'avoir mérité, ça m'a été utile, mais je le rends en partie en contribuant à sortir des gens de la pauvreté, pas de la pauvreté, mais de la condition difficile. Et je promeus la science, l'intelligence. C'est pas toujours une bonne chose, ça peut causer des souffrances d'être très intelligent, d'être stupide aussi. Il faut trouver le juste milieu. Donc voilà ce que je fais. Et enfin, oui, je me débarrasse de tout un tas de choses inutiles en termes de vestimentaire, en termes de soins cosmétiques, en termes de confort, etc. Je simplifie. Et j'écoute de la musique tant que je le peux. C'est un don de Dieu, c'est les émotions de l'âme. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pu dire en termes de code éthique. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais j'essaye d'appliquer ça. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde, je ne demande pas à ce que tout le monde le fasse, mais tous les gens, si tout le monde agissait comme ça, l'économie serait largement simplifiée, il y aurait tout un tas de jobs inutiles qui disparaîtraient. Il faut que les gens sérieux continuent à travailler, c'est ce que je fais quand je pense que je suis sérieux, je travaille aussi ardemment que possible. Mais voilà, ne pas participer à un système économique en partie parasitaire, qui crée de l'anxiété, des dépressions, un sentiment de vide, d'inutilité, des injustices, des inégalités, pas dans le sens réduisons les inégalités, mais simplement voilà, d'une perte de temps, des gens qui sont débordés par un travail qui ne leur convient pas, qui ne leur sert à rien. Les marxistes intelligents ont écrit là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas promouvoir le marxisme, même si en partie je le fais, mais je mène ma vie, je suis en accord avec mes principes, que les autres, peu importe. Tant que je suis en accord, pour l'instant, je travaille autant que je peux sans me tuer à la tâche. Pas tout de suite. Non, mais sérieusement, voilà. C'est ma morale kantienne. Donc là, je vais couper la vidéo, l'uploader, la télécharger, et je vais en profiter pour ranger ma chambre, pour simplifier encore davantage. Ensuite, une pause et un peu de travail. Partager la connaissance à ceux que ça pourra aider. Voilà. Je partage mes excès de choses considérées positives, excès de connaissances, parfois excès d'intelligence, excès d'argent aussi, excès de lumière peut-être. Et quant à mes livres, éventuellement, je pris l'engagement auprès de moi-même que je me débarrasserai de mes livres, non pas en les jetant, ce serait du gaspillage, mais si les gens sont intéressés. Il y a des livres encore dont j'ai besoin, que j'utiliserai dans le cadre de mon travail, mais éventuellement je suis prêt à me débarrasser de mes livres parce que
Ça, c'est Michel Onfray qui le dit, mais il a raison que passer sa vie dans une bibliothèque, enfin passer sa vie à lire des livres, etc., à un moment, il faut faire quelque chose de ce qu'on a compris, appris et s'inspirer du réel empirique. Et voilà ce que je tâcherai de faire.